je suis Nina Carrasco, je suis responsable du pôle agence et international chez Kantar Division Média. Et cette conférence, ce webinaire sur les seniors, je vous rassure, on va pour vous parler du Covid, de la Covid, de Trump-Biden, on a envie de prendre une bouffée d'oxygène là avec nos seniors. Donc, vous sera présenté conjointement avec Kantar et Kingcom par Stéphanie Bertrand, qui est directrice des études Kantar, Division Média, Charlotte Massé-Gastine et Pascal Azria pour la partie Kingcom. Je suis vraiment ravie de vous accueillir tous. Déjà parce qu'on travaille énormément avec l'agence Kingcom par le biais de Pascal pour le SCRP. Et puis surtout, Kingcom a été la première agence vraiment à utiliser nos données TGI pour appuyer la stratégie média de leurs clients, de nos clients communs. Donc voilà, bienvenue à tous. Encore une fois, désolé pour ces petits bits techniques, mais voilà, c'est parti. Bonne conférence. Merci Nina. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce case study sur les seniors. Comme vous le disiez, Nina, Kantar et Kingcom, on travaille ensemble depuis très longtemps. Et pour cause, on est très complémentaires. D'un côté, chez Kantar, on dispose d'une étude de ciblage, donc TGI, qui questionne chaque année 15 000 individus représentatifs des Français sur leur consommation, sur leur style de vie, sur leur exposition aux médias. Cette étude, elle nous permet de comprendre les audiences de façon approfondie et d'accompagner nos clients dans leur ciblage, principalement en pub. Et de l'autre, Kingcom utilise cette étude TGI pour accompagner ses clients dans la définition de leur stratégie de communication en RP, ce qui représente une démarche innovante. C'est vrai que les stratégies de communication publicitaire s'appuient sur du ciblage. Les marques n'adressent pas leur pub à l'ensemble des Français, mais à des cibles de conquête. Or, cette approche, elle est encore très peu développée dans les stratégies RP des marques. Et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la pertinence de cette approche de ciblage en RP. Et pour ça, on va focuser sur la cible des seniors, qui est une cible qu'on connaît très bien chez Kantar comme chez Kingcom. Côté Kantar, on a récemment réalisé une étude, une grosse étude sur les seniors, donc on a une bonne connaissance aujourd'hui de cette population et des sous-populations qui la composent. Or, cette cible des seniors, c'est aussi une cible clé pour Kingcom, qui a gagné une expertise au fil des années sur la manière de s'adresser à elle en RP. Donc l'idée, c'est d'exploiter la connaissance approfondie que TGI nous offre sur ces seniors avec l'expertise de Kingcom sur cette cible en RP. Alors pourquoi on s'est intéressé aux seniors? Parce que c'est une cible qui ne cesse de croître, que c'est une cible qui a à la fois des moyens et du temps, et que malgré ça, c'est une population à qui on parle peu en RP et qu'on représente peu dans la pub, ou qu'on représente soit de façon caricaturale, avec des représentations souvent propices à la moquerie, quand la cible visée par la pub est plutôt jeune, soit de façon esthétique, en gommant les caractéristiques physiques de l'âge quand la cible visée est âgée. Bref, on est sur une population qui est stigmatisée, au point que les seniors eux-mêmes refusent bien souvent de s'identifier à leur tranche d'âge et préfèrent se revendiquer plus jeunes qu'ils ne le sont, du moins dans leur tête. Or, cette tendance à se revendiquer plus jeune qu'on est, ce jeunisme, c'est un puissant driver de la consommation chez les seniors. En pub ou en RP, on est en permanence en train de chercher des axes de discours qui seront les mieux accueillis par l'audience. Et en l'occurrence, quand on parle des seniors, comprendre les valeurs et les attentes passe forcément par la prise en compte d'une variable centrale qui est le désir, plus ou moins grand, de rester jeune, ou plutôt de ne pas être considéré comme le vieux qu'on est. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. On va vous parler des seniors et de l'impact du gap qui peut exister entre leur âge réel et leur âge ressenti sur leur style de vie, leurs valeurs, leur consommation. Et on va aussi vous parler de la nécessité pour les marques d'adapter leur discours en RP à différents types de seniors qui n'ont pas toutes le même âge dans leur tête. Alors avant d'entrer dans la description des différents profils de seniors, quelques données de cadrage. Les plus de 50 ans représentent la moitié des Français de 15 ans et plus, donc 49% exactement. Mais dans TGI, on pose une question à nos interviewés. Quel âge avez-vous le sentiment d'avoir au fond de vous-même? Eh bien, les individus qui ont le sentiment d'avoir 50 ans et plus ne représentent que 25% des Français de 15 ans et plus, donc la moitié. On n'est pas sur un phénomène à la marge. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette courbe. Vous avez en axe horizontal l'âge réel, du plus jeune à gauche au plus âgé à droite. Et en axe vertical, vous avez l'âge qu'on déclare avoir au fond de soi, donc l'âge ressenti, de 15 ans en bas à 100 ans en haut.
Si l'âge qu'on a le sentiment d'avoir correspondait exactement à notre âge réel, on obtiendrait cette courbe orange. J'ai 45 ans et j'ai le sentiment d'avoir 45 ans. J'ai 60 ans et j'ai le sentiment d'avoir 60 ans, donc une diagonale parfaite. Ça, ce serait le scénario si notre état d'âme était en phase avec notre état civil. Or, vous le voyez ici avec cette courbe en pointillé rouge. C'est donc la courbe d'âge ressenti qu'on obtient. À 25 ans, on a le sentiment d'avoir 25 ans, ça c'est OK. Mais à 85 ans, l'âge ressenti est très en dessous de l'âge réel et le gap entre l'âge réel et l'âge ressenti est énorme puisqu'on se donne en moyenne 25 ans de moins que notre âge réel à 85 ans. Ce qui est drôle aussi, c'est la bascule à 25 ans. Avant 25 ans, on vieillit, normal. Et c'est à partir de 25 ans déjà qu'on commence à se rajeunir. Et plus on vieillit, plus l'écart entre âge réel et âge ressenti se creuse. Et du coup, chez les populations les plus âgées, c'est là que le gap entre état d'âme et état civil est le plus important. Alors voilà pour ces quelques données de cadrage. Je pense que vous êtes convaincus qu'on n'est pas sur un phénomène niche. Et vous comprenez aussi pourquoi on a eu envie de faire ce focus sur les seniors, qui sont ceux qui se rajeunissent le plus et qui nous ont paru essentiels à découvrir sous l'angle de ce gap plus ou moins important entre âge réel et âge ressenti. Alors, on a choisi de focuser sur une population en particulier, les 60-75 ans retraités. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que c'est une population qui est intéressante pour les marques, puisque libre de son temps, de ses mouvements, encore dynamique, mobile, consommatrice, outdoor, qui a du temps. Bref, une population très intéressante. Alors, un rapide portrait sociodémographique. Cette population, c'est environ 20% des Français. Logiquement, elle vit seule ou en couple. Logiquement, elle a des niveaux de diplôme inférieurs aux populations plus jeunes, ce qui ne témoigne pas d'un niveau culturel inférieur, mais qui est simplement en lien avec sa génération. Et vous le savez, c'est une population qui dispose de moyens financiers élevés. Mais au-delà de tous ces critères sociodémographiques que vous connaissez déjà peut-être, la première variable d'ajustement de toutes les stratégies, elle est dans l'âge ressenti. Donc, quel âge se donne cette population? On a finalement que 11% des 60-75 ans retraités qui ont le sentiment d'avoir leur âge réel ou qui se sentent plus vieux, et 89% de ces 60-75 ans qui se sentent plus jeunes que leur âge réel. Et pour cause, est-ce que vous avez l'impression d'être comme vos parents étaient quand ils avaient votre âge actuel? Moi, non. Alors, pourquoi ce gap entre état d'âme et état civil impacte la présentation de soi, et en quoi ce gap impacte? En quoi il impacte les comportements, les choix de consommation? C'est ce qu'on vous propose de découvrir en nous intéressant à deux cibles de 60-75 ans. Le tiers d'entre eux qui se rajeunit le plus, qu'on a baptisé les jouvences. Donc, ces jouvences se rajeunissent en moyenne de 33 ans. Et le tiers d'entre eux dont l'âge ressenti est au plus proche de l'âge réel, qu'on a appelé les assumés, donc ils se donnent leur âge plus ou moins 10 ans. Donc on va comparer ces deux populations sur tout un ensemble de traits de personnalité, de valeurs, d'aspiration, mais aussi de comportement, et notamment de comportement de consommation. Donc, qu'est-ce qui différencie un jouvence d'un assumé? Alors déjà, un portrait sociodémographique en miroir, puisqu'on a des jouvences qui sont plutôt des femmes, célibataires et vivant seules. On a des assumés qui sont plutôt des hommes, mariés et en couple depuis plus de 20 ans. Et à noter au passage que la revendication de jeunesse est plutôt féminine. Et dernier trait des jouvences, les jouvences disposent d'un pouvoir d'achat moins important que les assumés, mais attention, on verra que ce n'est pas pour autant qu'ils consomment moins par la suite quand on abordera quelques secteurs de consommation. Et la preuve, c'est que les jouvences aiment dépenser, ils assument. Ils sont les premiers à s'accorder avec des attitudes comme « je préfère profiter de mon argent plutôt que de l'épargner » ou « si j'aime quelque chose, je l'achète sans regarder le prix ». À l'inverse, chez les assumés, on va plutôt thésauriser, donc c'est un peu la cigale et la fourmi. Alors, quid de leur mode de vie? Des jouvences qui vivent plutôt seules, plutôt en appartement, plutôt dans des petites surfaces, plutôt en location et plutôt en ville. Et à l'opposé, des assumés plus stables, sédentaires, qui ont tendance à vivre en famille, en maison, en petite ville et qui sont propriétaires. Donc, encore une fois, c'est un peu comme si on avait une photo en négatif. Alors, si on regarde maintenant leurs valeurs et attitudes, qui sont-ils? Un petit focus sur les jouvences. Première caractéristique des jouvences, c'est d'afficher une sérénité face au fait de vieillir.
Sur la phrase « ce n'est pas la peine de s'inquiéter de vieillir », on a 10 points d'écart entre jouvence et assumé. Et c'est un peu paradoxal quand on pense que ces jouvences sont les seniors les plus enclins à ne pas assumer leur âge, et c'est même tout ce qui fait l'identité de ces jouvences, on n'assume pas le fait qu'on n'assume pas de vieillir. Alors un rapide ping-pong jouvence assumée pour mieux comprendre ce à quoi on donne de la valeur de part et d'autre. Chez les assumés, la famille est la valeur clé. On est de par sa position dans une filiation. Côté jouvence, ce qui a de l'importance, c'est la liberté, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde, les amis. Donc la famille est davantage vécue comme un fil à la patte. D'ailleurs, les jouvences sont beaucoup plus que les assumés dans la recherche de plaisir immédiat sans projection, puisqu'ils le disent massivement, ce que je veux surtout dans la vie, c'est m'amuser et profiter des plaisirs de la vie. Et de fait, chez les jouvences, on est en recherche d'aventure, de risques, de surprises, de transgression, alors que chez les assumés, le bien-être est plutôt dans l'habitude et dans l'intériorité. En termes de leitmotiv, ça pourrait donner « il faut cultiver son jardin côté assumé et on n'a qu'une vie côté jouvence ». Alors, on n'a qu'une vie et cet appétit des jouvences va s'exprimer par une ouverture d'esprit, une curiosité, une créativité et un intérêt pour le monde en général. Et cette curiosité, elle se traduit par une multiplicité de centres d'intérêt médias, donc politique, sciences humaines, voyages, ciné, programmes télé, tous les sujets sont surinvestis par ces jouvences. Donc, des jouvences qui sont clairement différents des assumés. Mais qu'est-ce qui se passe si on compare ces jouvences à des gens qui sont vraiment plus jeunes? Alors justement, pour savoir si ces jouvences ont vraiment un profil plus jeune que celui de leur âge, on a sélectionné quelques phrases d'attitude et d'opinion fortement corrélées à l'âge, en l'occurrence très positionnées sur les populations les plus jeunes. Typiquement, la spontanéité est un trait caractéristique des 15-24 ans et décline avec l'âge. Donc on a bien compris que les jouvences sont plus jeunes dans leur tête comparées aux assumés, mais jeunes, finalement, comme quelle tranche d'âge? Donc si on regarde la spontanéité, par exemple, nos jouvences sont aussi nombreux à se déclarer spontanés que les 25-34 ans. Autre trait de jeunesse, le goût pour l'aventure. Et ce goût pour l'aventure, les jouvences le revendiquent comme les 35-49 ans, donc dans des proportions identiques à des individus qui ont 30 ans de moins qu'eux. L'optimisme, là encore on est sur un trait qui est porté par les plus jeunes. Les jouvences sont aussi nombreux à se déclarer optimistes que les 25-34 ans. Et enfin, l'insouciance, encore un trait typiquement jeune, et les jouvences le revendiquent comme les 35-49 ans. Bref, on pouvait se dire que les jouvences étaient plus jeunes dans leur tête que les assumés, mais tout en restant globalement en accord avec leur tranche d'âge. Or, ce qu'on voit, c'est qu'ils adoptent des valeurs et des attitudes de gens qui ont parfois 40 ans de moins qu'eux. Donc, pour résumer, des traits de personnalité jouvence très différents de ceux des assumés, mais aussi très proches de populations beaucoup plus jeunes. Alors, bien sûr, ici, on est sur de l'identitaire, on est sur du discours sur soi. Est-ce que ce gap entre âge ressenti et âge réel joue aussi sur les attitudes et les comportements en consommation? Est-ce qu'on est face à des profils de shoppers différents? Alors, pour creuser un peu, on a choisi de vous décrire les pratiques de consommation de ces deux shoppers dans 3 secteurs sur lesquels les jouvences et les assumés ont des profils très différents: l'apparence, les technologies et l'alimentation. Et on commence avec le secteur de la beauté et du soin, donc un secteur qui est primordial pour les jouvences. Un petit ping-pong jouvence assumée. Ici, on est sur un univers beauté-femme. Les profils sont très différents puisqu'on est dans la séduction d'un côté jouvence, et dans le basique et l'utilitaire de l'autre. Côté assumé, c'est plutôt le savon de Marseille. Et chez les jouvences, les niveaux d'accord avec des lifestyles comme c'est important d'être attirante ou l'opinion des gens sur mon apparence est très importante pour moi sont nettement supérieurs au niveau d'accord des assumés sur ces mêmes items. Sur le make-up, la différence entre jouvence et assumé est particulièrement saillante puisque les jouvences déclarent ne pas pouvoir sortir de chez elles sans être maquillées, alors que les assumés, au contraire, déclarent se sentir davantage elles-mêmes sans maquillage. Alors, si on compare maintenant les jouvences aux tranches d'âge plus jeunes sur des attitudes typiques de jeunes femmes, les jouvences expriment par exemple un plaisir de prendre soin d'elles dans des proportions identiques aux 25-34 ans. Elles considèrent important d'être attirantes au même niveau que les 15-24 ans.
Les hommes, c'est pareil, on a de grosses différences puisqu'ils manifestent des attitudes qui ne sont pas celles de leur tranche d'âge, mais celles de tranche d'âge beaucoup plus jeunes. La prédilection pour les produits masculins, très spécifique des hommes jeunes, eh bien ces jouvences en témoignent dans les mêmes proportions que les 15-24 ans. Alors, quid des comportements de consommation de ces jouvences sur ce secteur? Si on regarde les niveaux de dépenses et les quantités consommées par les femmes jouvences, on peut faire deux constats. Un plus grand nombre de produits de soins et de maquillage utilisés quotidiennement par les jouvences que chez les assumées, et des niveaux de dépenses plus élevés chez les jouvences que chez les assumées. Par exemple, les jouvences sont 29% à avoir dépensé 15 € et plus pour l'achat de produits de soins au cours du dernier mois, c'est seulement 23% chez les assumés. Et tous les types de produits sont surconsommés par les jouvences, que ce soit le soin visage, le solaire, les masques, les gommages, la coloration et évidemment, bien sûr, les anti-âge. Côté assumé, on est plutôt sur du basique avec de la crème hydratante. Donc, en beauté, on le voit bien, la consommation des seniors est très fortement déterminée par l'âge ressenti. On n'est pas du tout en phase des mêmes routines, des mêmes pratiques, des mêmes besoins chez les jouvences et chez les assumés. Donc, ça veut dire des offres et des axes de discours publicitaires ou RP qui ne peuvent pas être les mêmes selon qu'on s'adresse aux uns ou aux autres. Alors, autre secteur qu'on a creusé, le techno, qui est un territoire estampillé digital native. Les jouvences se revendiquent jeunes et elles se comportent en effet comme des plus jeunes dans le secteur cosmétique. Mais est-ce que c'est le cas dans un secteur comme les technos, où les offres et les pratiques changent vite et nécessitent une appropriation continuelle de nouvelles compétences? Donc, je vous propose un petit focus sur les jouvences avec des données qui montrent une forte implication dans ce secteur, puisque les jouvences sont plus nombreux que les assumés à se dire à l'aise avec les technos et à admettre plus massivement que les assumés être dépendants d'Internet et plus particulièrement d'Internet mobile. Et de fait, les jouvences comptent une plus forte proportion d'internautes, une plus forte proportion d'internautes mobiles et aussi une plus forte proportion d'utilisateurs de réseaux sociaux, quel que soit le réseau. Pour les jouvences, plus que pour les assumés, le digital va répondre à un besoin de communiquer et de s'exprimer. Les jouvences sont par exemple 7 points de plus que les assumés à déclarer pouvoir exprimer leurs opinions grâce à Internet, 6 points de plus que les assumés à aimer poster des commentaires. Ils sont aussi plus sensibles aux avis des autres internautes que ne le sont les assumés. Donc avec les jouvences, on est dans une communication qui est beaucoup plus horizontale que chez les assumés. Donc des jouvences plus connectées que les assumés, mais finalement connectées comme quelle tranche d'âge? Donc si on les compare aux autres tranches d'âge, les jouvences se sentent à l'aise avec les nouvelles technologies dans les mêmes proportions finalement que leur tranche d'âge, les 60-75 ans. Dépendant d'Internet, comme quelle tranche d'âge? Comme leur propre tranche d'âge, 60-75 ans. Dépendant du téléphone mobile, comme leur tranche d'âge. Et dépendant des réseaux sociaux, toujours comme leur tranche d'âge. Donc tout est dit. Même s'ils sont un peu plus techno que les assumés, ces différences ne font pas d'eux des profils de consommateurs plus jeunes, comme c'était le cas sur le secteur de la beauté. Et c'est pareil, si on regarde les usages, ils sont connectés dans les mêmes proportions que des gens de leur âge. Bref, sur le secteur des technologies, les jouvences ne se démarquent pas de leur tranche d'âge, ce qui ne veut pas dire qu'il faille leur parler comme on parlerait aux assumés, bien sûr. Et enfin, dernier secteur de consommation qu'on est allé explorer, l'alimentation. Donc les jouvences manifestent une prédilection particulière pour ce secteur de l'alimentation. Ils disent gourmet pour 61% d'entre eux, une proportion de 6 points supérieure à celle des assumés. La curiosité gustative est aussi un trait caractéristique des jouvences qui sont plus nombreux que les assumés à apprécier la cuisine étrangère, à aimer essayer les nouveaux produits ou à aimer expérimenter des nouvelles recettes. Pour autant, les pratiques alimentaires sont moins structurées que chez les assumés. Par exemple, la préparation des repas est plus rapide chez les jouvences. Le bol alimentaire ou le contexte des prises alimentaires sont aussi plus individualisés chez les jouvences que chez les assumés. Les jouvences vont avoir tendance à grignoter entre les repas, à regarder la télé en mangeant, et puis à adopter des pratiques hybrides comme les apéritifs dînatoires, alors que les assumés, de leur côté, restent attachés à des repas
très traditionnelles, à heure fixe, à table, en famille et sans prise alimentaire en repas. Donc des pratiques moins bien notées chez les jouvences. Et ce qui caractérise les jouvences, c'est qu'ils ont conscience de leurs pratiques plutôt junk et qui compensent ces écarts par une surveillance resserrée des composantes nutritionnelles, au point d'adopter des attitudes et des pratiques qui ne sont pas conformes à celles de leur tranche d'âge. Vous vous souvenez, les jouvences investissent le domaine de l'apparence dans des proportions très supérieures à celles de leur tranche d'âge, puisqu'au même niveau que des gens qui ont parfois 30 ans de moins qu'eux. En alimentation, c'est pareil, ils se démarquent de leur tranche d'âge, mais comme la sensibilité au caractère santé des aliments augmente avec l'âge, ils vont adopter des comportements de tranche d'âge plus âgés. En l'occurrence, ils surveillent la composition nutritionnelle des aliments qu'ils consomment, comme le font les plus de 75 ans, donc une tranche d'âge au-dessus. Ils évitent de consommer des aliments mal notés dans les mêmes proportions que le font, encore une fois, les plus de 75 ans. Donc, finalement, si on compare les jouvences aux assumés sur le contenu de leur assiette, le profil des jouvences est plus vieux que celui des assumés. Les jouvences évitent en plus forte proportion que les assumés les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, trop protéinés. En alimentation, les jouvences balancent finalement entre des pratiques, on l'a vu tout à l'heure, qui sont caractéristiques de tranches d'âge plus jeunes, c'est le grignotage et l'apéro dînatoire, et des pratiques qui sont caractéristiques de tranches d'âge plus âgées, qui passent par une veille nutritionnelle attentive. Alors, on parle beaucoup de bio, évidemment, en ce moment. Les jouvences qui sont dans le manger sain sont évidemment candidats au bio, et plus que les assumés ne le sont. Il faut savoir que la consommation de bio est très nettement corrélée à l'âge. Sur ce graphe, vous avez une courbe qui représente le pourcentage d'individus au fil de l'âge qui dit privilégier les produits alimentaires bio. Et ce qu'on voit, c'est que plus on vieillit, plus on privilégie les produits bio. Et les jouvences, eux, favorisent le bio dans les mêmes proportions, encore une fois, que les plus de 75 ans. Voilà pour cette présentation des seniors. Ce qu'il faut garder en tête pour une marque, c'est que si l'âge réel impacte les valeurs, les attitudes, les comportements, les choix de consommation des seniors, l'âge auquel ils s'identifient est une variable d'ajustement incontournable quand on veut s'adresser à eux. Dans certains secteurs, les jouvences montrent une implication et des niveaux de consommation proches de consommateurs qui ont parfois 30 ans de moins qu'eux. Donc l'âge auquel ils s'identifient est un driver puissant des attitudes, mais aussi souvent des comportements. Alors c'est un driver à prendre en compte secteur par secteur, puisqu'on l'a vu, le gap entre âge ressenti et âge réel impacte fortement les attitudes et les comportements, notamment dans le secteur de l'apparence. Mais dans le secteur des technologies, ce gap joue sur un niveau d'implication revendiqué sans avoir d'effet réel sur les pratiques. Donc on va avoir tendance à adapter le discours, mais sans trop moduler l'offre. Et enfin, dans le secteur alimentaire, ce gap âge ressenti, âge réel joue, mais à l'inverse de ce qu'on a vu en beauté, puisque les jouvences adoptent des comportements de consommation de populations plus âgées. Donc difficile de généraliser l'effet de ce gap qui dépend du secteur, mais la logique qui sous-tend cette posture jouvence, la motivation fondamentale des jouvences et dont découle la grande majorité d'attitudes et de comportements, c'est le refus de s'identifier et d'être identifié, donc réduit à son âge. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Azria et Charlotte de Gatine qui vont poursuivre cette analyse des seniors, mais aussi des jouvences et des assumés, bien sûr, en vous présentant les éléments à considérer pour s'adresser à ces cibles dans le cadre d'une stratégie RP. Merci Stéphanie et bonjour à tous. Donc je suis Charlotte Messé de Gatine. Effectivement, une fois qu'on a cette connaissance de nos cibles et de leurs particularités, donc plutôt jouvences, plutôt assumées, il faut s'intéresser aux meilleurs moyens de les toucher, aux meilleurs moyens de communiquer avec eux. Bref, le travail de ciblage continue au-delà d'un profil purement sociologique. Si on parle de consommation et de communication auprès des seniors, il faut commencer par un constat qui est celui que les seniors n'aiment pas la pub. 61% d'entre eux pensent que c'est une perte de temps et que cela suscite des besoins superflus. C'est d'ailleurs une opinion qui est majorée chez les assumés. Et ce désamour, en fait, pour la publicité se ressent jusque dans leur parcours d'achat, car seulement 7% des seniors, encore une fois au global, se disent tentés par des produits vus dans les publicités. Donc on voit bien que
autant sur une problématique d'attention, la publicité peut être intéressante pour toucher des seniors, autant sur des problématiques de considération ou de conversion, la publicité n'est pas le meilleur moyen en termes communicationnels de toucher ces fameux seniors. Ça ne fait pas évidemment des seniors une population impossible à convertir. Comme vous le disait Stéphanie, les seniors ont du pouvoir d'achat. Les seniors ne sont pas anti-consommation. En revanche, ils ne sont pas sensibles aux mêmes leviers en termes de communication. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier levier qui a tendance à séduire les seniors, c'est l'information. 60% des seniors, avec très peu de différence, encore une fois, entre jouvence et assumé, c'est, par exemple, vérifier la provenance de ses achats, qui a une attitude assez forte, parce que 60% des seniors s'identifient avec ce genre de verbatim. Donc, une vigilance sur la consommation, qui peut aller jusqu'à une logique de boycott, de refuser des marques qui ne font pas preuve de transparence. Donc, une info absolument prioritaire pour convertir les seniors, mais aussi un besoin de recommandation. Aujourd'hui, un quart des jouvences aiment que leurs médias leur proposent des produits ou des événements de marque. C'est plus que les seniors et les assumés, qui sont eux autour de 1/5 sur une approbation de cette opinion. D'ailleurs, 23% des jouvences se sentent rassurés lorsqu'ils utilisent un produit recommandé par des experts. Donc on voit bien que les seniors, jouvences en tête, ont besoin d'un guide dans leur consommation pour pouvoir s'orienter. Du coup, ça nous permet de dire que les relations médias sont un levier majeur pour séduire les seniors, parce que par leur nature même, les relations médias sont porteurs d'informations, de recommandations. D'informations, ça peut être sur l'entreprise ou la marque, qu'on parle de vision d'entreprise, de trajectoire, de mission de marque à travers des relations médias, mais aussi de la recommandation produit grâce à des leaders d'opinion, des tiers de confiance que peuvent être par exemple des journalistes. Ce qui prouve bien que quand on s'adapte aux bons leviers, aux bons canaux qui intéressent les seniors, on peut continuer évidemment à les convertir. Une fois qu'on a dit relations médias, il faut s'intéresser évidemment aux touchpoints qui fonctionnent. On va passer assez vite sur cette partie parce que le but est évidemment de rentrer dans du concret. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une logique entre stabilité et croissance chez nos seniors, qu'on parle des jouvences et des assumés. Une logique de stabilité déjà en premier lieu, parce qu'on remarque que les médias traditionnels, donc télévision, presse et radio, restent toujours les médias préférés de nos seniors, que l'on parle en affinité, mais surtout en consommation hebdomadaire. On voit des scores et des taux de pénétration très forts sur ces médias. Mais aussi une logique de croissance, notamment autour du digital porté par les jouvences, comme vous racontait Stéphanie précédemment, consommation de réseaux sociaux, d'internet, connexion au smartphone. Mais ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que le digital s'affirme beaucoup sur la consommation d'informations chez les seniors, ce qui est encore une opportunité de considérer les relations médias comme un vecteur de marque très intéressant. Ce qu'il faut ensuite prendre en compte, c'est que si effectivement on a des touchpoints qui sont assez similaires pour des profils seniors, dès qu'on rentre sur de la consommation média à proprement parler, c'est là où on retrouve ces fameux clivages entre jouvence et assumé. On aura toujours des bases communes, mais en revanche, vous allez voir qu'on va très vite sur des profils différents en termes de conso média. Pour la radio, par exemple, donc j'ai repris les 3 médias préférés des seniors. La radio, par exemple, montre des similitudes en termes de top stations écoutées, avec du RTL, du France Bleu, du Nostalgie, des radios assez généralistes. En revanche, on observe des clivages très forts et des polarisations des thématiques entre jouvence et assumé. Une radio comme RTL2, par exemple, est très surindicée chez des jouvences et en même temps
tout à fait sous-indicée chez les assumés. Une radio comme France Culture, à l'inverse, est très surindicée chez les assumés et très peu chez des jouvences. Donc on voit bien qu'en termes de priorisation des touchpoints, il y a un vrai besoin de ciblage et d'une stratégie forte pour pouvoir évidemment bien se positionner et être en affinité et en résonance avec ces jouvences ou ces assumés. Le même constat peut se voir sur la télévision, où on retrouve des top chaînes assez similaires avec les chaînes hertziennes et des émissions phares assez communes. En revanche, encore une fois, des gros clivages sur des chaînes un peu plus thématiques. On voit par exemple que les jouvences ont été les premiers à s'approprier les chaînes de la TNT, là où les assumés ne les consomment qu'assez peu, là où en revanche nos assumés sont plus sur des médias thématiques, type l'équipe par exemple en sportif ou de séries cinéma avec un Canal+. Et sans surprise, on retrouve la même logique en presse avec des top titres communs, où il est quand même intéressant de noter qu'on retrouve des titres comme 60 millions de consommateurs ou Que choisir. Donc on retrouve ces problématiques d'information et de recommandation dont on parlait un peu plus haut pour orienter sa consommation. Similitude aussi sur le fait que les seniors sont principalement touchés par de la PQR en termes d'information et du quotidien. En revanche, de gros clivages sur les médias hors info. On voit que les jouvences surinvestissent les médias féminins, les médias lifestyle, là où les assumés sont complètement absents, et des assumés qui vont être plus sur de l'info chaude, type un CNews ou un 20 minutes, et des médias décryptage et économiques. Et cette stratégie, en fait, qui consiste à vraiment, évidemment, cibler en amont le profil de cible qu'on a envie de toucher, avoir cette connaissance fine de leur manière de vivre et de faire le même travail sur les touchpoints, c'est un travail qui, heureusement, est facilité par les habitudes des seniors qui sont, somme toute, très routiniers dans leur consommation média. 73% des seniors consultent toujours les mêmes médias. C'est encore plus vrai chez les assumés. Et un tiers aime les retrouver sous différentes versions, ce qui permet en fait d'avoir une certaine constance dans les stratégies médias qu'on va pouvoir élaborer sur cette cible. Et on va maintenant se tourner vers les stratégies de contenu à proprement parler, jouvence versus assumé. Parce que tout ce travail préliminaire est bien joli, mais il doit s'incarner dans le cadre d'un brief, d'une marque, d'un produit et d'une problématique. Et pour ça, je vais laisser la parole à Pascal Azria qui va vous rappeler l'importance d'une stratégie de contenu qui reste tout à fait ciblée. Bonjour à tous. Effectivement, ciblé et surtout aligné, je voulais dire. Je défends beaucoup les enjeux de mesure, évidemment, puisque je pense qu'on ne peut plus faire de RP sans mesurer. Mais à notre sens, on ne peut plus faire de RP sans comprendre précisément l'audience à qui l'on s'adresse. Parce qu'on a un enjeu à la fois en amont et évidemment en aval. Et en amont, cet enjeu de ciblage. On l'a vu à l'instant à la fois avec Stéphanie et avec Charlotte, de l'enjeu d'une cible qui, dans l'absolu, paraît uniforme et qui, quand on descend en granularité, a quand même de grosses différences en termes de perception d'eux-mêmes, en termes de consommation, en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de consommation de médias et voire même en termes de code, de champs sémantiques. Et donc, tout ça est évidemment à prendre en compte au risque de passer complètement à côté, en fait. Du coup, cette stratégie à la fois de contenu de ciblage est majeure parce que, j'allais dire, ça vient en amont même de toute réflexion en termes d'activation de mécanique. On peut avoir la meilleure mécanique du monde, si elle touche pas correctement son audience ou sa cible, elle sert à rien en fait. D'où l'enjeu vraiment d'aligner
ce ciblage, donc une très bonne compréhension de cette cible, encore une fois, pas hors sol, en hauteur, mais vraiment très en proximité, en usage, en granularité. Quelles sont leurs motivations, quels sont les freins, comment est-ce qu'on s'adresse à eux ou au contraire, comment est-ce qu'on s'adresse pas du tout à eux, quels sont leurs insights, pourquoi, quelle langue, quel ton, quels mots, quelles références, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé et donc à quoi on peut faire référence, qu'est-ce qu'ils écoutent, quelles sont les personnalités qui leur font écho. Tout ça, évidemment, permet un déploiement performant et du coup une atteinte des objectifs qu'on a pu se poser. Donc vraiment, s'assurer d'être sur les bons médias, s'assurer d'être sur les bonnes audiences qualifiées nous permet évidemment de développer la performance. Et on va voir des exemples juste après avec Charlotte et moi-même sur comment est-ce qu'on justement tire ces enseignements pour les rendre concrètes dans le cadre de relations médias. Effectivement, c'est bien joli la théorie, mais la pratique est toujours beaucoup plus parlante. On va vous présenter donc 3 cas jouvence versus assumé pour mieux comprendre l'importance de ces RP ciblés. Nous avons repris donc les trois sujets, les 3 secteurs que Stéphanie vous a présentés en amont, donc la beauté, le high-tech et la food, en faisant l'exercice de faire une stratégie de contenu, en tout cas de poser les bases d'une stratégie de contenu jouvence versus assumé pour vous montrer les vraies différences très concrètes qui s'opèrent quand on veut toucher ces 2 cibles, accompagnées évidemment d'exemples de retombées qui ont été intéressantes pour toucher ces 2 cibles. Premier secteur, donc la beauté. Chez des jouvences, l'insight sur lequel on va pouvoir baser une stratégie de contenu est que l'apparence est primordiale et qu'une jouvence veut ressembler à l'âge qu'elle a dans sa tête, pas qu'on la traite en grand-mère. Alors évidemment, on ne peut pas ici vous proposer un concept parce que nous n'avons pas de marque ou de produit sous la main, mais ce qu'on peut évidemment dire dès maintenant, c'est qu'il faut adopter un ton très ancré dans le présent, quelque chose de joyeux, quelque chose d'orienté vers le résultat. Ce produit sert à faire ça et vous serez comme ça. Et on peut voir aussi dès maintenant que les touchpoints sur lesquels on va aller chercher nos jouvences sont plus des médias féminins, lifestyle, beauté, qui ont tendance à être un peu plus jeunes qu'elles ne le sont, mais c'est là où on va aller les toucher. Au contraire, chez une population d'assumés, on va être sur un insight autour de ce qui compte, c'est prendre soin de moi avec des produits de qualité pour que je me sente bien dans ma peau. Donc une logique d'innocuité, de confiance en soi, d'acceptation de soi-même, où du coup le ton de notre campagne doit être beaucoup plus rassurant, beaucoup plus posé, quelque chose d'assez réaliste. On ne vend pas des surpromesses, on est dans l'acceptation de soi, dans le bien vivre son âge. Et évidemment, ça impacte les touchpoints dans lesquels on va aller les chercher. Et du coup, si on tire ça en exemple, concret dans une action de relations médias, on voit bien que d'abord, on le disait, un enjeu de ciblage, on ne va pas adresser les mêmes types de médias en fonction de la cible et de l'audience, est-ce qu'on est plutôt jouvence ou plutôt assumé, et également en termes, on l'a dit, de ton et de contenu. Si on prend les jouvences d'un côté, avec une marque par exemple comme Phyto, on voit du coup qu'on est sur, tu le disais Charlotte tout à l'heure, un enjeu de quel résultat et du coup quel objectif on cherche derrière. Active, exigeante, engagée, on voit bien qu'elles veulent se détacher de, en tout cas, l'image qu'elles ont elles des générations précédentes à leur âge. Elles se sentent un peu comme
ces soixantenaires qui sont les nouveaux quarantenaires. Donc elles sont voilà, très engagées, très actives, et du coup vont aller chercher des interviews d'experts pour pouvoir les accompagner vers cette quête du résultat. De l'autre côté, on a des assumés qui sont plus posés, moins en stress, je vais dire, ou en tout cas moins en dynamique sur un objectif. Elles sont à l'aise avec leur âge, à l'aise avec leur représentation. Par exemple, là, sur Diadermine, on est sur l'interview d'une égérie qui assume à la fois son âge et qui rayonne d'ailleurs par cet âge. Et du coup, elles sont, ce qu'on disait aussi, plus épurées dans la manière de raconter et aussi dans les valeurs qu'elles veulent porter ou transmettre. Et on passe à un autre thème. Deuxième oui, deuxième exercice donc sur la high-tech. Sur une population de jouvence, l'insight qui va driver la stratégie de contenu, ce sera de se dire qu'il est primordial de connaître les dernières tendances en high-tech, car c'est une manière de rester connecté au monde qui avance. Même si, alors encore une fois, petit aparté, mais on sait que les seniors, même jouvences, n'ont pas non plus une consommation complètement décorrélée de leur âge de la high-tech, mais ça reste du déclaratif qu'il faut adresser. Il faut continuer à les adresser comme des, en tout cas comme des gens qui connaissent la high-tech, même si on sait très bien que ce n'est pas exactement le cas. Donc un ton qui va être inspirant sur ce que cette cible peut faire de la high-tech, qui va être assez volontaire et quelque chose très très loin du pathos. Très loin du pathos. On n'est pas du tout sur des stratégies de contenu qui vont parler de la fracture numérique des seniors, l'isolement des seniors sans technologie, la complication du numérique. Non, on est sur une cible qui veut se sentir valorisée sur le numérique dans ses usages. Pour autant, en termes de touchpoint, on ne va pas non plus aller sur des médias hard tech. On ne va pas aller sur des médias trop spécialisés, mais plus sur des médias généralistes assez grand public. C'est là qu'elles prennent leurs informations sur la high-tech. Là où sur une population d'assumés, l'insight va être je cherche des produits fiables, pratiques, qui répondent à mes besoins, loin des gadgets qui m'encombreraient. Donc une cible qui est par nature beaucoup moins à l'aise avec le digital. Donc un ton qui doit se faire forcément beaucoup plus pédagogique dans la connivence aussi, leur montrer qu'on comprend leurs problématiques spécifiquement liées à leur consommation, à leur âge, à leurs besoins, et surtout beaucoup d'humains. Les assumés, contrairement au high-tech, n'ont pas cette envie du digital pour le digital, mais bien du digital pour accéder à l'humain. Donc ça me permet d'être encore en contact avec les gens que j'aime, ça me permet d'avoir des nouvelles. Voilà. Et vous voyez aussi qu'en touchpoint, on n'a effectivement pas les mêmes que chez nos amis jouvences, tout simplement pour des questions d'affinité, encore une fois. Et du coup, de la même manière, comment est-ce qu'on tire ces enseignements sur des relations médias? Encore une fois, d'un côté, on a des jouvences auxquelles on s'adresse, j'allais dire presque comme aux générations précédentes, enfin aux générations suivantes, je veux dire. Donc on leur parle de SMS, on leur parle de visio, ils sont assez à l'aise avec toutes ces notions, ils les utilisent, c'est dans leurs usages, ils ne se sentent pas isolés, ils sont plutôt très dynamiques, ils ont la famille, des amis autour d'eux, et du coup c'est plutôt des outils, du ton, des marques et donc des médias qui sont dans cette dynamique qui vont leur permettre à la fois de rester technologique sans être technique, mais d'être dans l'air du temps. De l'autre côté, on a des assumés qui, eux, ont un peu plus de mal, qu'il faut accompagner, qu'il faut
du coup arriver avec des mots simples, avec de la pédagogie, les amener vers cette technologie qui leur semble bien compliquée, mais auquel ils ont évidemment bien compris que ça leur servait dans leur vie de tous les jours, même s'ils avaient un peu de mal. Donc on voit bien à la fois en termes de médias ici aussi encore, en termes de marque ou en termes de ton, qu'on n'est pas sur la même manière de les adresser et donc de pouvoir les embarquer et de les sensibiliser. Et aussi en termes de contenu, là on retrouve quelque chose de plus lifestyle pour des jouvences. On a un dossier spécial équipement beaucoup plus conseil sur des assumés qui est là pour vraiment beaucoup plus guider et montrer des produits, avoir une vraie recommandation là où des jouvences ont moins ce besoin de pédago. Et pour la food, dernier de nos sujets, chez des jouvences, on a vu une déstructuration des repas, du bol alimentaire et du coup une hypervigilance sur la nutrition. L'insight sera, je n'ai pas envie ni le temps de passer ma vie au fourneau, mais je ne vais pas manger de junk food pour autant. Le ton se doit, du coup, sur ce genre de stratégie de contenu, d'être autour de l'astuce pour coller à son mode de vie, quelque chose d'assez enlevé, de dynamique, pour montrer qu'on comprend cette problématique de aller vite et faire bien, et quelque chose d'assez empathique. On est dans une dédramatisation du fait de ne pas manger des repas complets à table, entrée, plat, dessert, avec des touchpoints spécifiques. Là où en revanche pour nos assumés, l'insight est différent, hein. Les assumés cuisinent équilibrés mais cherchent surtout à faire plaisir à leurs proches. La cuisine est une histoire de convivialité, donc on va adopter tout de suite un ton beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus familial, quelque chose d'assez intemporel au final, un peu plus proche d'une image d'Épinal, de la grande tablée autour d'un plat commun. Avec des touchpoints différents autour de peut-être un peu plus de végétal par exemple, mais aussi des médias beaucoup plus recettes. En termes de retombées, évidemment, ça se ressent aussi. Bien sûr, avec d'un côté, je crois Stéphanie et Charlotte, vous le disiez toutes les deux, ces jouvences qui sont à la fois dynamiques, n'ont pas le temps, vivent une vie plutôt, j'allais dire, perçue comme étant plus jeune, et de l'autre côté, du coup, évidemment, un corps qui a l'âge qu'il a et qui du coup, ça paye tout de suite le fait de faire des écarts et donc une préoccupation sur les enjeux nutritionnels plus fortes. Et donc avec des sujets sur comment à la fois faire plaisir, correspondre à une vie dynamique, tout en faisant attention évidemment à ce qu'on mange, parce que évidemment ça se ressent assez vite. Et donc avec des médias, comme on le disait, qui sont également en lien avec cette cible. Donc, on a mis d'un côté notamment Régal, avec des contenus sur à la fois les petits creux quand on est actif et en même temps attention au côté nutritionnel. De l'autre côté, chez les assumés, on est là pour le coup sur des gens qui ont du temps, qui aiment cuisiner, qui aiment préparer à manger pour toute la famille. Donc, on est plutôt dans une sémantique autour de la générosité, du temps, de la passion, du réconfortant, avec des bons petits plats, plus traditionnels parfois, moins exotiques comme ça pourrait l'être sur les jouvences. Donc on est encore une fois là, pas sur le même ton, pas sur les mêmes médias et pas sur les mêmes contenus. Et du coup on a une différence qui doit être bien prise en compte pour pouvoir bien adresser encore une fois ces deux publics qui font partie d'un tout que sont ces seniors. Voilà, j'allais dire peut-être quelques mots de conclusion. Je voulais, en écho à ce que Nina disait au tout début, vous remercier à la fois les équipes Kantar et Kingcom pour avoir travaillé sur à la fois cet exercice pour montrer tout le champ d'application, la pertinence et la performance, parce que c'est ce qui nous anime au quotidien aussi chez Kingcom, de mailler, de bien comprendre les audiences, de mailler cette compréhension des audiences, des contenus, du ciblage, avec des stratégies de relations médias, avec
des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus pertinents, d'affiner ce ciblage et ce contenu, et puis je vais dire, surdévelopper la performance. Je connais assez peu ou pas d'outils qui nous permettent d'être aussi fins, précis. Ça fait, je crois, Nina, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais peut-être 6 ou 8 ans que nous avons démarré sur TGI. Si on continue à l'utiliser, c'est que vraiment ça nous a permis d'être plus performants, plus pertinents, plus justes dans nos stratégies de relations médias et surtout du coup dans la performance pour nos clients des campagnes qu'on peut monter. Donc encore une fois, merci beaucoup et puis vive les seniors. Merci Pascal, merci à Charlotte, merci à Stéphanie. Alors, vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions sur le petit chat. Alors, je sais qu'on a pris un peu de retard, mais c'est vrai que là, tu parlais, Pascal, de mesures et de performance. Je me permets de rebondir parce qu'on a eu cette question, donc si ça vous dit, Kingcom, de reprendre. Avez-vous mesuré l'évolution de la performance depuis l'utilisation de ces données profils? Voilà, je vous laisse la main. Tout à fait. On a mesuré, donc on a essayé évidemment que dans une campagne ou dans une activation ou dans une stratégie de relations médias, on l'a dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment en amont, c'est ce qu'on disait, donc on a essayé d'isoler l'apport de l'activation, de la créativité, de la mécanique par rapport au ciblage, du budget, de tout ce qu'on peut y mettre. Et si et en arrivant à faire ça, évidemment, on a vu nous, et c'est bien pour ça que ça fait 8 ans qu'on continue à utiliser de plus en plus d'ailleurs TGI, une évolution de presque 20% d'augmentation de performance sur nos campagnes. Super, merci beaucoup Pascal. Peut-être, j'en prends une autre là, pour Stéphanie cette fois-ci. Concrètement, comment faites-vous pour sortir les profils et les tirer vers les RP? Quel type d'infos, de contenu? C'est bon pour toi, Stéphanie? Oui, tout à fait. Alors concrètement, comment sortir les profils? Je ne sais pas si je vais peut-être faire une petite explication sur TGI. C'est une très grosse étude qui questionne des individus sur des milliers de sujets, que ce soit en conso, en médias ou en style de vie. Donc ces infos sont infinies et on va les organiser en base de données pour pouvoir tout croiser avec tout et pour pouvoir extraire toutes les infos dont on a besoin pour comprendre finement des cibles ou des audiences. Donc voilà, on va pouvoir profiler une cible sur toutes les infos dont on dispose dans l'étude. Et ça va de ses loisirs du week-end, à ses produits bancaires, à sa marque de dentifrice, à sa perception de lui-même, etc. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'extract en fait de la donnée. Ce qui va être intéressant si on veut tirer ces profils vers DRP, c'est qu'on a toute l'information sur l'exposition aux différents supports médias, aux titres de presse, aux chaînes de télé, aux stations de radio. Donc on va pouvoir savoir quels sont les titres privilégiés de l'ensemble des cibles qu'on veut étudier, ce qui va permettre après de faire le lien avec le contenu éditorial qui est véhiculé dans ces supports et l'adéquation en fait entre ce contenu éditorial et les valeurs, le style de vie des cibles qui sont exposées à ces titres. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, mais... Je pense. Merci beaucoup Stéphanie. Oui. Non, c'était super. Une petite dernière avant de nous quitter. Je sais que nous avons tous d'autres activités par ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup pour vos questions. La petite dernière, vous n'analysez pas du tout la presse online comme levier. Charlotte, tu veux répondre à celle-ci pour finir? Avec plaisir, oui. Alors si, si, en fait, alors déjà, d'un point de vue technique, sur TGI, un outil que du coup nous on manipule chez Kingcom de manière quotidienne, on a la possibilité de voir les taux de pénétration et les indices de la presse à la fois papier mais aussi web. Donc oui, effectivement, on analyse la presse web en tant que levier de conversion pour les seniors ou pour n'importe quelle autre cible. D'ailleurs, il y a certaines des retombées que vous avez vues dans les exemples qui viennent de la presse web.
Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on prend en compte comme levier de conversion dans nos stratégies de contenu. Merci beaucoup, Charlotte. On a beaucoup de questions. Encore une fois, on est timé, donc on reviendra vers vous individuellement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations concernant cette présentation, dont le replay vous sera envoyé. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois si vous souhaitez cibler une audience particulière. Nos équipes se tiennent entièrement à votre disposition. Et voilà, on a hâte de travailler avec vous sur ce nouveau ciblage RP. Merci à tous. Merci, mesdames, pour cette superbe étude. Merci, Lina. Bonne journée à vous. Merci à vous. 50% de la population, vive les seniors. Merci, Lina. Merci pour ce mot de la fin, Pascal. À très vite. Au revoir. Au revoir.